Les Jeux Olympiques ne sont pas sans risque pour les athlètes de renom qui y participent. À chaque édition, nombreux sont les sportifs au talent indéniable qui voient leur rêve d'atteindre le podium se briser à cause d'une chute ou d'un accident brutal. Au terme des Jeux de 2012, sur plus de 10 568 athlètes, les organisateurs ont recensé 1361 blessés, plus d'un participant sur 10. Parmi les blessures les plus récurrentes, on y retrouve les classiques, à savoir les tendinites, les entorses, les blessures musculaires et plus rarement les fractures. Mais ça, ce n'est que dans les cas les plus légers. Dans l'histoire des Jeux, nombreux sont les athlètes à avoir vécu l'enfer devant les caméras du monde entier. Luxations impressionnantes, chutes violentes, voire même décès. Découvrons ensemble les accidents les plus dramatiques jamais recensés dans l'histoire des JO. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, certains extraits vont être plutôt graphiques, je vais être obligé d'en flouter la plupart pour pas que la vidéo se fasse supprimer, mais si vous êtes sensible à ce genre de choses, je vous déconseille de regarder ce qui va suivre. Bon, quand j'ai commencé mes recherches au sujet des pires accidents survenus lors de Jeux Olympiques, j'ai été surpris de voir que certaines disciplines étaient bien plus accidentogènes que ce que je pensais. Dans les épreuves d'haltérophilie par exemple, les accidents sont franchement nombreux. Ce qui est extrêmement dangereux dans cette discipline, c'est les charges lourdes d'une centaine de kilos qui peuvent causer des gros dégâts lorsque les athlètes qui les portent perdent le contrôle. Matthias Steiner en a par exemple fait les frais lors des Jeux de Londres en 2012. Son objectif était de porter cette haltère lourde de plus de 196 kg, une prouesse qui demande un focus et une concentration maximale. Matthias a dans un premier temps réussi à le soulever et à le positionner au-dessus de sa tête, mais problème, le poids lui a fait perdre l'équilibre. Il a néanmoins réussi à résister quelques secondes avant que les 196 kg de son haltère ont réceptionné sur sa hanche, mais surtout sur son cou. L'accident est visuellement impressionnant, l'équipe médicale s'est directement ruée vers Mathis tandis que la sécurité de l'événement ont couvert la scène pour les spectateurs. Tout le monde s'attendait au pire à ce moment-là. Et franchement, il y avait de quoi s'inquiéter. Un cou qui abrite la moelle épinière, les artères carotides et les voies respiratoires n'est évidemment pas conçu pour résister à une charge de 196 kg. Matthias aurait pu perdre la vie ou finir lourdement handicapé à cause de cet accident. Mais par miracle, les blessures n'ont été que superficielles. Il a même été en mesure de se relever et de saluer la foule en quittant la plateforme, une scène surréaliste pour quelqu'un qui s'est pris un choc de 200 kg sur le cou quelques instants plus tôt. Au-delà de ça, Matthias Steiner est un haltérophile de renom que vous connaissez sûrement sans le savoir. En fait, en 2007, il a brutalement perdu sa femme à la suite d'un accident de voiture, drame qui l'a plongé dans une grosse dépression en pleine période d'entraînement en vue des JO de Pékin de 2008. Mais Matthias ne s'est pas laissé abattre et il s'est promis une chose: remporter la médaille d'or pour sa femme. Et c'est lors des JO de 2008 qu'a eu lieu cette scène légendaire que vous connaissez sûrement déjà, Matthias Steiner soulevant plus de 258 kg et s'écroulant de joie après sa prouesse. Il a fini sur la première place du podium en brandissant fièrement une photo de sa femme. Voilà, c'était la petite parenthèse happy ending de cette vidéo parce qu'il faut quand même un peu de positivité. D'ailleurs ici on parle de sport et si vous voulez que je réalise une vidéo sur les plus beaux moments des JO, dites-moi ça en commentaire. En bref, tout s'est bien fini pour Matthias qui a surperformé lors des Jeux de 2008 contrairement à un certain János Barányai qui lui a vécu un véritable enfer lors de ces mêmes Jeux. Bon, faut savoir que dans certains rares cas en haltérophilie, la pression et le poids à supporter est tel qu'il est possible que les os ne tiennent pas et se brisent ou se disloquent sous la pression. Et je préfère vous prévenir, l'accident de János est franchement pas joli à voir. Ouais, je vous avais prévenu. Son épaule a complètement cédé sous la pression, laissant János à terre en état de choc. Comme pour le cas de Matthias, l'équipe médicale s'est ruée sur lui, tandis que des membres de la sécurité ont couvert la scène. Et c'est après plus de 2 ans de convalescence et de rééducation que János a pu soulever des poids de nouveau. Imaginez la pression que doivent ressentir ces haltérophiles. En une fraction de seconde, c'est toute une carrière qui peut s'envoler à cause d'accidents pareils, et János n'est pas un cas isolé. 4 ans après son accident lors des Jeux de 2012, c'était au tour de l'haltérophile sud-coréen Seo Jae-hyuk de se luxer le bras droit. Ses espoirs de remporter la médaille d'or se sont malheureusement évaporés à cause de cet accident, mais heureusement pour lui, il a pu prendre sa revanche lors des JO de 2016. Ah non, il a pris 10 ans de suspension en 2016 après avoir frappé un autre haltérophile. Bon, bref, des cas de luxation et de fracture on en retrouve en haltérophilie mais aussi en gymnastique, comme avec l'accident tristement célèbre du français Samir Aït Saïd. Bon, la carrière olympique de Samir, elle a pas vraiment super bien démarré. Il s'est blessé lors de ses entraînements juste avant sa participation aux JO de 2012, ce qui lui a contraint de déclarer forfait avant même le début de la compétition. Suite à cela, il a continué à performer et à s'entraîner en vue des JO de 2016. Cette fois-ci, aucune blessure à l'entraînement. Mais c'est le jour de la compétition que le pire s'est produit. Samir se prépare, prend de la vitesse, mais son tibia et son péroné se brisent en deux lors de sa réception. Tout le stade est abasourdi par ce qu'il vient de se produire et il se fait évacuer en civière
direction les urgences. Samir a attendu 4 années supplémentaires pour enfin pouvoir performer lors de Jeux Olympiques, mais ce qui devait être l'un des plus beaux jours de sa vie s'est finalement révélé comme l'un des pires. Non seulement il n'a pas réussi à se qualifier à l'épreuve de saut de cheval, mais pire encore, il n'a pas pu participer à la finale aux anneaux. Ouais, parce que lors de ces mêmes jeux, il avait réussi à se qualifier à la finale aux anneaux. Imaginez donc sa frustration sur cette civière, lui qui se voyait déjà avec une médaille autour du cou. Ouais, parfois le sport c'est cruel, mais je vous rassure, il a bien su remonter la pente depuis. En septembre 2017, il a fait son grand retour en décrochant la médaille d'argent au championnat de France aux anneaux. Au JO de Tokyo en 2021, il a fini 4ème aux anneaux, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en pleine période de jeu et Samir a fini 3ème des qualifications aux anneaux. Il va concourir en finale dans quelques jours et maintenant que je connais son histoire, j'espère bien qu'il va finir sur le podium. L'histoire de Samir, je la trouve magnifique. Il a subi une chute qui en aurait traumatisé plus d'un, mais il a réussi à passer au-dessus en ne lâchant rien et en revenant sur le devant de la scène après sa difficile convalescence. Mais sachez que dans l'histoire des jeux, certains n'ont même pas attendu leur convalescence pour remporter haut la main des épreuves. Ok, lui c'est Greg Louganis, un plongeur américain de renommée mondiale à l'origine d'un retournement de situation exceptionnel lors des Jeux de Séoul de 88. Il a gagné sa première médaille olympique en plongeon de haut vol à l'âge de 16 ans seulement, c'était une médaille d'argent s'il vous plaît. 8 ans plus tard, en 1984, il a remis le couvert, cette fois-ci en remportant 2 médailles d'or en tremplin et en haut vol. Clairement c'était une machine, il ne s'arrêtait plus. Mais lors des Jeux de 88, tout ne va pas se passer comme prévu pour Greg. Quoique, en fait, tout s'est finalement passé comme prévu, enfin, vous allez comprendre. Le jour de l'épreuve de tremplin est arrivé et Greg se prépare comme à son habitude à surperformer, mais... Ouais, cette image parle d'elle-même. Il percute de plein fouet le tremplin avec l'arrière de son crâne, et à ce moment-là, tous les spectateurs s'attendent au pire. Faut dire que le choc était visuellement très impressionnant, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde s'attendait à ce qu'il déclare forfait. C'est mal connaître Greg de penser ça, croyez-moi. Bon, quand il est sorti de l'eau, il était dans un sale état. Il souffrait d'une commotion et il avait une plaie béante sur le crâne. Il est directement passé par la case infirmerie où on a testé ses capacités cognitives et recousu sa plaie à l'aide de 5 points de suture. Et 35 minutes précisément après sa lourde chute, Greg était déjà de retour sur son tremplin, normal. Comment les infirmiers, ils ont dû serrer en le voyant retenter le coup. Et en même temps, il peut pas se permettre d'attendre quelques petites semaines pour se remettre d'aplomb. S'il veut gagner une médaille d'or, c'est aujourd'hui que ça se passe et pas demain. Alors, il prend une grande respiration et... voilà, c'est avec un crâne à moitié rasé, tout juste recousu, qu'il a lâché ce plongeon exceptionnel qui a quasiment obtenu la note maximale. Et hop, une médaille d'or en plus pour Greg Louganis, tout simplement. C'est vraiment avec ce genre d'anecdotes que l'on distingue les athlètes vraiment exceptionnels. Ceux qui sont prêts à tout pour atteindre leur objectif, malgré les blessures et les imprévus. Et dans ce même registre, faut aussi que je vous parle d'une certaine Kerri Strug. Kerri, c'est une gymnaste américaine et tout comme Greg, elle ne s'est pas laissée abattre par une blessure. Nous sommes en 1996 à l'occasion des Jeux d'Atlanta et Kerri se présente à l'épreuve de saut de cheval. Ouais, cette même épreuve qui a eu raison du tibia et du péroné de Samir. À ce moment-là, elle n'a que 18 ans et c'est déjà une athlète de renom dans son domaine. 4 ans plus tôt, elle avait déjà participé aux Jeux de Barcelone en 92 à l'âge de 14 ans pour vous dire, mais lors de son premier passage, elle se blesse lourdement à la jambe. La douleur est intense et Kerri sait que cette blessure rime avec forfait. Mais tant pis pour sa jambe, elle doit gagner aujourd'hui et concourir coûte que coûte. Elle se présente alors pour son deuxième passage à la stupeur générale du public et... forcément, la réception est plus que piquante, mais malgré la douleur, elle arrive à rester debout tout en levant les bras au ciel pour prouver aux juges que sa réception est maîtrisée. Mais la douleur, jusqu'alors cachée par l'adrénaline, a fini par se révéler. Tout ça n'a pas empêché le jury de lui donner une note excellente qui lui a permis de remporter sa première médaille d'or avec l'équipe américaine. Ouais, je l'ai pas précisé plus tôt, mais cette épreuve était en équipe. C'était sur elle que tous les espoirs reposaient et elle a hissé son équipe vers la victoire de la plus belle des façons. Elle a carrément dû être portée pour atteindre le podium, preuve que l'adrénaline, bah franchement ça marche pas si mal en compétition hein. Mais bon, depuis le début de cette vidéo, je ne vous parle que d'athlètes qui sont tous sortis indemnes de leurs blessures à moyen voire long terme. Mais des accidents mortels lors de Jeux Olympiques, il y en a malheureusement eu. Le premier décès recensé dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes est survenu lors des Jeux de Stockholm en 1912. Ouais, ça date pas mal cette affaire. Francisco Lazzaro était un marathonien portugais extrêmement qualifié, il avait remporté 3 championnats nationaux dans son pays d'origine et grâce à ses capacités d'endurance, il a été sélectionné pour concourir en marathon à l'occasion des JO de Suède. Ce qu'il ne savait pas en acceptant cette invitation, c'est que cette compétition allait prendre une tournure dramatique.
Le jour du marathon, il faisait extrêmement chaud, mais Francisco avait pensé à tout car le jour de la compétition, il s'était appliqué de grandes quantités de suif, à savoir de matière grasse solide, pour éviter de prendre des coups de soleil. Mais le gros problème, c'est que cette cire, elle a fortement limité sa transpiration naturelle. Son corps ne pouvait plus se refroidir correctement, ce qui a causé un déséquilibre électrolytique. Il est décédé en pleine compétition, sa température corporelle ayant dépassé les 41 degrés. Une cérémonie de commémoration en son nom a été organisée le week-end suivant la compétition. Il n'avait que 21 ans et il n'était qu'aux prémices d'une future grande carrière de marathonien. Cette histoire a eu lieu il y a plus de 112 ans, ça date pas mal, mais plus récemment, il y a eu le tristement célèbre accident de Nodar Kumaritashvili. Nodar, c'était un lugeur jeune et prometteur originaire de Géorgie. Il était très doué dans son domaine et tout comme Francisco, une grande carrière dans son sport de prédilection l'attendait. Il avait réussi à se qualifier avec succès pour l'épreuve de luge des JO d'hiver de Vancouver de 2010, mais c'est lors d'une session d'entraînement en vue de la compétition que le pire s'est produit. Quelques jours avant la compétition, Nodar faisait encore ses marques sur le tracé olympique, prêt à représenter son pays comme il se doit, mais malheureusement, lors d'une descente qui s'annonçait pourtant banale, il a perdu le contrôle de sa luge à grande vitesse dans l'un des derniers virages du parcours. Il s'est retrouvé éjecté de la piste et a terminé sa course sur un pilier métallique non matelassé qu'il a heurté de plein fouet avec une vitesse estimée à plus de 140 km/h. Malgré tous les efforts pour le secourir, il est décédé des suites de ses blessures. Tout comme Francisco, il n'avait que 21 ans. Cette disparition brutale a provoqué une vive émotion au sein de toutes les délégations et le jour de la cérémonie d'ouverture, les athlètes géorgiens se sont tous vêtus d'une écharpe et d'un brassard noir en son hommage. Après ce tragique accident, vous vous doutez bien que la sécurité des infrastructures des Jeux de Vancouver ont vivement été critiquées. Certes, l'enquête ouverte au sujet de son accident a finalement révélé que ce crash a été causé par une erreur humaine de pilotage, mais quand même, je sais qu'aucune faute sportive ne doit conduire à la mort. Des décès lors de Jeux Olympiques, ce sont des événements extrêmement rares. Cela faisait plus de 18 ans que les organisateurs des JO n'y avaient pas été confrontés. Le dernier en date étant à ce moment-là le décès brutal d'un certain Nicolas Bochatey, survenu lors des Jeux d'Albertville de 92. Nicolas était un skieur suisse spécialisé dans le ski de vitesse. Une discipline qui, comme son nom l'indique, ne dose pas trop sur tout ce qui est accélération, clairement. Dans ce domaine, Nicolas, c'était pas n'importe qui. Il a été sacré champion de Suisse de ski de vitesse en 1991. En bref, c'était une vraie machine. Grâce à ses performances exceptionnelles, il a eu la chance de passer les sélections pour les JO de 92. Sa discipline était certes seulement considérée comme un sport de démonstration dans le programme des Jeux, à savoir une compétition dont les résultats ne comptent pas dans le classement officiel. Mais pour Nicolas, ce n'était juste qu'un détail. Il voulait gagner coûte que coûte. Mais malheureusement, lors d'une dernière session d'entraînement en vue de la finale prévue l'après-midi même, Nicolas était lancé à plus de 150 km/h sur une pente vertigineuse lorsqu'il a croisé la route d'une dameuse qui se trouvait en plein milieu de son tracé. Il n'a malheureusement pas réussi à l'esquiver, l'impact était inévitable et il est finalement décédé des suites de ses blessures à l'âge de 27 ans. Comme pour l'accident tragique de Nodar, de sérieux doutes ont été émis quant à la sécurité des athlètes et une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre pourquoi une dameuse se trouvait sur son chemin à ce moment-là. Malheureusement, encore aujourd'hui, les circonstances de cette affaire restent floues et les témoignages divergent fortement sur beaucoup de sujets. Bon, depuis le début de cette vidéo, les histoires que je vous ai présentées possèdent toutes un unique point en commun. Je vous ai uniquement parlé d'accidents impliquant des athlètes. Mais les plus grandes victimes des jeux, et faut pas les oublier, ce sont les travailleurs. Ouais, les conditions de travail des ouvriers sont souvent très précaires, les délais sont parfois très serrés, le rythme de travail est très dur à assumer, et nombreux sont les travailleurs qui ont perdu la vie sur les chantiers des jeux. On a tendance à trop les oublier car leurs décès sont généralement peu médiatisés, mais oui, les ouvriers sont bien moins en sécurité que la plupart des athlètes professionnels qui performent lors des jeux. Pour les JO de 2024, une personne a perdu la vie sur les chantiers des jeux, il s'appelait Amara Diomassi, et il œuvrait sur le chantier d'un bassin destiné à rendre la Seine baignable pour les Jeux Olympiques. Il avait 51 ans. En termes de bilan humain, certaines éditions ont fortement été critiquées. Par exemple, les Jeux Olympiques de Rio de 2016 ont enregistré plus de 11 décès liés à la construction des infrastructures olympiques. Ça avait provoqué un grand scandale à l'échelle internationale et ça je t'en parle dans ma précédente vidéo dédiée aux plus grandes polémiques de l'histoire des JO. Sur cette chaîne, on parle de sport et plus de 80% d'entre vous regardent mes vidéos sans penser à s'abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement, donc pensez-y si la vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans quelques semaines, je vais prendre quelques vacances de mon côté. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Insta et TikTok où je poste du contenu très régulièrement. Allez, salut!